Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment le numérique contribue à améliorer et simplifier le quotidien des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et là, on parle de 12 millions de personnes concernées en France. Pour ce faire, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame la ministre Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pour partager le bilan de son ministère. Avec nos invités, nous découvrirons également comment les industriels travaillent chaque jour à rendre les produits et les services de plus en plus accessibles à tous, et notamment aux personnes atteintes de déficience visuelle. Nous vous ferons enfin découvrir comment les grandes entreprises internationales facilitent, accueillent et intègrent les personnes en situation de handicap. Le numérique pour tous au service du handicap, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Donc aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous expliquer comment le numérique permet de mettre en place des solutions et des services pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la ministre Sophie Cluzel, en charge des personnes en situation de handicap. Madame la ministre, bonjour. On est ravis de vous accueillir, c'est toujours un grand plaisir et un grand honneur. Donc quelques éléments de contexte pour commencer. Notre pays compte 12 millions de personnes atteintes d'un handicap visible ou invisible, sans compter les aidants qui sont souvent à leur côté. Si l'on croise ce chiffre avec les 20% de personnes qui ne sont pas forcément familières avec le numérique, ça fait à peu près 2 millions de personnes concernées. Et là, j'ai envie de vous demander dans quelle mesure le numérique facilite réellement le quotidien des personnes concernées. Alors en fait, comme tout Français et tout Française, ça dépend aussi de leur éducation au numérique. Donc je pense que parmi les jeunes, et notamment les jeunes en situation de handicap, eh bien, c'est un soutien à l'autonomie, un vrai soutien à l'autonomie. Ça leur permet d'être beaucoup plus autonomes grâce au numérique, et même avec des déficiences intellectuelles, des déficiences, des troubles des fonctions cognitives. La force des jeunes, c'est qu'ils n'ont aucune appréhension sur le numérique, et encore plus quand on est en situation de handicap. Après, bien sûr, ça dépend de la situation de handicap. C'est bien là tout l'enjeu de travailler sur l'accessibilité universelle, nativement, sur toutes les applications, sur tout ce dont on se sert. Quand je dis nativement, c'est-à-dire qu'on pense déjà à la mettre aux normes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes, pour les personnes aveugles, mais pour tout type de handicap, en facile à lire, à comprendre, etc. Donc on a un enjeu majeur d'accélérer cette mise en accessibilité universelle, et on a un enjeu majeur surtout de la pensée en conception nativement. C'est-à-dire qu'on a besoin de webmasters qui soient formés à la mise en accessibilité pour que le numérique devienne un vrai enjeu d'autonomie des personnes handicapées. Il faut le travailler sur tous les domaines. Tous les domaines. Alors, il y a une loi, il y a des réglementations, on va en parler certainement. On va en parler, oui, tout à fait. Mais c'est surtout se dire que c'est un investissement pour toucher le plus de personnes possible. Et donc forcément, ça servira bien sûr à tous, comme toujours. Alors, vous évoquez le mot universel. Je sais que vous êtes très très sensible au mot, et c'est important. Il y a un autre mot qui est, on va en parler dans quelques instants, mais on va faire un peu de sémantique avant de commencer. Vous avez récemment sorti un livre qui s'intitule La force des différents. Et dans ce livre, vous entretenez avec des différentes personnalités qui sont confrontées ou non à une situation de handicap. Et vous dites que vous préférez le mot fraternité au mot inclusion, que l'on entend de plus en plus et qui serait peut-être galvaudé. Alors moi, je préfère même encore le mot participation. C'est-à-dire comment on fait tomber les barrières les uns les autres pour que cette société devienne vraiment inclusive, c'est-à-dire permettre la participation de tout un chacun avec justement la force de ces différences. Et je pense qu'on venait beaucoup trop en arrière de la main sur le fait de dire enrichissons-nous des différences des uns et des autres pour améliorer tout simplement notre quotidien. Encore une fois, quand on s'occupe de ceux qui ont le plus de spécificité, forcément, on va servir le bien commun, que ce soit sur l'accessibilité physique des bâtis, des transports, l'accessibilité numérique. Donc, c'est pour ça que je parle toujours en effet, d'une grande fraternité, parce que travailler pour une singularité va permettre justement de faire du collectif et améliorer le collectif et le bien commun pour tous. Très, très belle philosophie. Bon, on est en train d'assister à une dématérialisation de l'administration qui est en train de s'accélérer d'ailleurs, et on l'a vu pendant le confinement. Si vous ne saviez pas vous servir d'un ordinateur, c'était un petit peu difficile d'avoir accès aux services publics. Comment vous avez remédié et accéléré justement la mise aux normes de l'ensemble des sites du gouvernement ?
Alors, on n'a pas encore, malheureusement, travaillé partout. On est en cours, mais je travaille beaucoup avec ma collègue Amélie de Montchalin, qui en a fait vraiment une force sur les 250 sites et, je dirais, gestes du quotidien qui sont utilisés par nos concitoyens, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, au début du quinquennat, on était à 2% d'accessibilité, on est à 40% de ces 250 sites et, je dirais, démarches numériques qui sont les plus utilisées. Donc, on a encore une marge de progression, mais il y a une vraie dynamique. Et là encore, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut décortiquer l'ensemble de la démarche. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'il y a une rupture. On va vous demander, encore une fois, peut-être d'imprimer un papier ou de pouvoir travailler sur, par exemple, un texte en PDF. Tout le monde sait ce que ça veut dire, un PDF. C'est-à-dire que c'est tout simplement, vous ne pouvez pas faire de transformation dedans. Eh bien ça, c'est rédhibitoire pour les personnes qui sont malvoyantes ou déficientes visuelles. Elles ne peuvent pas le lire et ça ne peut pas être traduit. Donc voilà, ce sont des règles vraiment qu'il faut s'appliquer à tous. Quand on fait des applications, il faut pouvoir avoir justement ces règles normatives qui s'appellent les RG2A et qui fixent les règles d'accessibilité universelle pour le numérique, quelle que soit la situation de handicap. Bon, on sait que vous y travaillez activement. Un peu de contexte, donc la pandémie a vraiment généralisé le travail, on peut le dire. Et le télétravail peut s'avérer une véritable opportunité pour certains handicaps. Néanmoins, il y a quand même un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé dans les populations handicapées. On est à 18%. Non, on n'est plus à 18%, on est à 14%. Depuis 5 ans, le taux de chômage des personnes handicapées a baissé de 5 points. On est passé de 19 à 14%. Parce que depuis 5 ans, on accompagne en même temps les personnes handicapées avec leur employabilité, mais en même temps les collectifs de travail, les employeurs. Et là, je tiens à saluer l'engagement des entreprises, des grandes entreprises qui en ont fait vraiment un objet identifié de responsabilité sociétale des entreprises. Qui ont signé un manifeste inclusion, qui se sont engagés sur des objectifs très courts. Et pour l'emploi, pour le maintien dans l'emploi, pour l'accueil d'apprentis en situation de handicap, on a progressé de 70%. Et pendant cette crise, on a mobilisé le dialogue social aussi, les organisations syndicales, patronales, pour être sûr que justement, les personnes handicapées ne soient pas la variable d'ajustement pendant cette crise sanitaire et économique. Et je dois dire que ça a fonctionné. Bien sûr, il y a eu des aides au poste, parce que dans le plan de relance, on a justement, quel que soit l'âge de la personne handicapée, favorisé avec une aide financière qui a très bien fonctionné, 30 000 contrats, qui tous, pour 70% d'entre eux, sont en CDI. Donc voilà, on a vraiment travaillé à ça. Bien sûr qu'il y a encore des marges importantes, parce que les personnes sont plus longtemps au chômage que la population qui n'est pas handicapée, parce que leur niveau de formation n'est pas assez élevé. Et la formation, on sait que c'est le sésame pour l'embauche. Mais pour autant, je dis aux recruteurs aujourd'hui qui sont vraiment en manque de beaucoup d'offres de recrutement, il y a beaucoup d'offres de recrutement qui ne sont pas pourvues. Eh bien justement, les personnes handicapées sont un vrai vivier de compétences. Et donc, nous travaillons à les accompagner les uns les autres. Donc oui, le taux de chômage baisse, il est encore trop élevé, 14%. L'employabilité des personnes augmente. Le plan de formation dans les compétences est massif. L'apprentissage est massif et c'est un vrai levier d'acculturation justement à la différence. Et bien sûr, le télétravail aussi choisi et non pas subi est aussi une porte d'entrée intéressante pour les personnes en situation de handicap, mais comme pour tout un chacun. Effectivement. Alors, vous le disiez en introduction, vous parliez d'universalité. Il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qui se créent dans le domaine du handicap. On appelle ça la handitech dans l'économie, on va dire, de la start-up. Ça peut être une vraie opportunité d'un point de vue économique de penser un petit peu différemment et de... Mais il y a un vrai engouement. Moi, je suis marraine des Handitech Trophées et donc je vois bien l'engouement des startups. Pourquoi ? Parce que je pense que la technologie, parce que le numérique sont des vrais leviers justement de soutien à l'autonomie des personnes handicapées et peuvent ouvrir énormément de portes. Et là-dessus, il faut qu'on soutienne massivement ces startups. Il faut qu'on puisse accompagner ces développements, parce qu'il y en a encore trop qui, malheureusement, ne débouchent pas. Il faut que aussi, on voit bien l'engouement des jeunes universitaires, parce que je suis aussi marraine des trophées dans l'université, et beaucoup de jeunes s'intéressent justement à cette capacité de faire participer beaucoup plus, quel que soit le type de handicap, et voient qu'il y a un vrai levier, justement, de cette société inclusive dont on parlait tout à l'heure, et de cette pleine participation, pour ne laisser personne au bord du chemin et faire que justement les personnes puissent exprimer leur performance grâce à la technologie, grâce au soutien à l'autonomie. On sait tous, on est dans une période électorale, donc il y a des choses qu'on peut dire ou pas, mais j'ai une vraie question. Comment rendre durable une politique et des espoirs quand on change tous les 5 ans, on va dire, de gouvernement ? Ça devrait être quelque part quelque chose d'intemporel et un combat qui n'a pas de couleur politique. Mais je pense que c'est le cas. Je pense que le fait d'avoir placé mon secrétariat d'État auprès du Premier ministre a ancré
dans toutes les politiques de droit commun de chaque ministre. Et donc, c'est un mouvement qui ne reviendra pas en arrière, que ce soit l'école, la scolarisation des enfants handicapés, l'insertion professionnelle, l'engagement des entreprises. Quand vous avez toutes les grandes entreprises qui ont signé ce manifeste inclusion, c'est elles qui ont pris maintenant en charge complètement ce développement, c'est plus moi. Donc c'est vraiment inscrit dans la responsabilité sociétale des entreprises, c'est inscrit dans les grandes réformes qu'on a fait de rapprochement de Pôle emploi, de Cap emploi, de simplification, d'automatisation des droits des personnes. Donc là, on ne reviendra pas en arrière. Et je pense qu'il y a les associations aussi qui sont là pour porter, notamment le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui sont là pour porter justement toutes les réformes qui sont engagées. Beaucoup de choses ont été faites sur ces 5 années, mais si vous deviez en retenir 3 concrètement. Alors, les droits à vie, parce que je pense que là, c'était vraiment indigne de demander tous les 3 ans un certificat médical pour prouver qu'on était toujours aveugle, trisomique, doublement amputé. Ça, c'est ma grande fierté. Ce n'est pas encore appliqué partout parce que malheureusement, ce sont certains départements, puisque ce sont les départements avec les maisons départementales des personnes handicapées qui ouvrent les droits. C'est pas encore, c'est du gagnant-gagnant. Pourtant, il faut y aller vite. C'est pour ça que j'ai fait un baromètre des droits des personnes pour qu'on puisse mesurer les avancées avec les MDPH. C'est l'emploi accompagné avec le job coaching qu'on a développé justement pour les troubles des fonctions cognitives, l'autisme. Et je sais que Microsoft est très impliqué dans voilà, exactement, parce qu'il y a une académie de formation pour ces jeunes autistes, parce qu'on se prive de grands talents. Et puis peut-être aussi dire que la simplification quotidienne pour le droit des personnes handicapées, c'est vraiment mon mantra. Okay. Bon, Sophie Cluzel, si vous aviez 50 plus, ça serait quoi vos grands combats? Toujours pareil, école, emploi, c'est les 2 chantiers fondateurs. Changer le regard aussi sur le handicap en donnant la parole aux personnes en situation de handicap. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de handicap. On a fait une grande campagne nationale pour changer le regard. C'est tout simplement montrer que ces performances, elles sont avec nous. C'est cette société de l'attention à l'autre que je porte et qui, je pense, est vraiment en chemin. Surtout, vous avez parlé de ces temps électoraux, mais je pense que ça fait du bien de le rappeler, que la force des différences, c'est justement d'ouvrir à la différence, parce qu'elle nous enrichira, et que forcément, ça sera du gagnant-gagnant. Donc il faut encore, je dirais, aller plus vite sur cette accessibilité universelle, former les webmasters, les architectes à concevoir notre cité dans les déplacements, dans la mobilité, à cette accessibilité universelle, parce que de toute façon, on est un pays où on a aussi des personnes âgées, on a des familles nombreuses, donc c'est du gagnant-gagnant pour beaucoup de Françaises et de Français. Quand on s'occupe de ceux qui ont le plus besoin, on s'occupe de tout le monde. Merci Madame la Ministre pour cet éclairage passionnant et surtout plein d'espoir. Restez avec nous, dans un instant on va justement découvrir comment il est désormais possible de penser des produits et des services dès leur conception pour qu'ils s'adaptent aux personnes ayant une déficience visuelle. Nous partirons également à la rencontre d'une entreprise internationale qui facilite le quotidien de ses clients ayant un ordinateur comme outil de travail, comme beaucoup d'entre nous, et nous vous ferons découvrir comment cette entreprise fait un accueil sur mesure aux personnes en situation de handicap. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec nos invités pour en parler. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, nous parlons des progrès et innovations numériques qui peuvent faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Gutmann. Emmanuel, vous êtes directeur général du Street Lab, qui est un laboratoire d'innovation adossé à l'Institut de la Vision. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On va commencer concrètement. Emmanuel, vous pourriez nous expliquer ce que fait le Street Lab et quelle est sa mission? Alors, la mission du Street Lab, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes atteintes de déficience visuelle. Voilà. C'est simple, en 2 c'est mots, clair. c'est très simple, c'est leur permettre d'avoir une vie plus facile. Donc concrètement, vous avez un établissement et comment se déroule Alors, concrètement, c'est une petite structure de 25 personnes qui a développé des outils pour analyser le comportement des déficients visuels en situation de handicap avant traitement ou après traitement. Et on va donner 2 exemples. On a travaillé pas mal avec la grande distribution, où on a voulu travailler sur comment donner
le packaging accessible aux déficients visuels en travaillant sur la hiérarchisation de l'information, sur comment on récupère les informations type les allergènes, comment on récupère les informations type la date de péremption, qui sont des informations nécessaires pour les consommateurs. Ouais, parce que s'il n'y a pas assez de contraste, s'il n'y a pas de contraste, s'il n'y a pas des bonnes tailles de caractères, voilà. Donc c'est des tests qu'on a fait grandeur nature dans la grande distribution avec plusieurs personnes. Et dans le même cadre, on a travaillé également sur l'éclairage, parce que les déficients visuels souffrent beaucoup de tout ce qu'on va appeler les éblouissements, les transitions lumineuses, l'adaptation de la vision quand on change de stade lumineux. Donc on a essayé d'optimiser l'éclairage présenté sur les comptoirs de produits ou quand on circule dans le magasin. Donc concrètement, vous recréez un supermarché virtuel Ah non, on travaille dans les supermarchés. Dans les supermarchés, d'accord. On est en conditions réelles pendant qu'il y a les clients pour les mettre en cas de stress réel et on leur propose de tester une course pendant ils font leur course et puis on voit si c'est confortable ou pas. Et on regarde si c'est adapté ou pas. D'accord. Donc concrètement, vos clients sont plutôt le grand public ou alors les entreprises? Comment... Les deux. Alors quand on est en exploration, en innovation, on est plutôt avec le milieu hospitalier et la recherche universitaire. Et quand on est pour l'évaluation, on est soit avec le milieu vraiment de l'industrie du médicament ou l'industrie classique. Ok. Vous m'avez partagé une perspective, vous m'avez dit que vous travaillez avec un laboratoire, je ne citerai personne, mais sur la base d'un simulateur de conduite. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Donc on a travaillé beaucoup avec la Fédération internationale automobile pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de développer des tests qui permettent de ne pas tenir compte de la déficience visuelle pour voir l'aptitude à la conduite. Donc un peu ce qu'on peut appeler des tests non discriminants. Et ces tests ont été brevetés et ils permettent aujourd'hui de permettre à quelqu'un qui perdrait la vue de voir s'il est encore apte à la conduite. D'accord. Que ce soit suite à un accident de la vie, quelqu'un qui a perdu un œil, ou suite à l'évolution d'une maladie ou le développement de la cataracte, qui permettrait de se poser la question de savoir est-ce que la personne est encore en sécurité au volant. Donc concrètement, une personne qui est atteinte d'une pathologie va venir régulièrement à terme chez vous, elle testera ses capacités sur le simulateur et puis elle verra... C'est l'espoir qu'on a. Aujourd'hui, on est au stade de la recherche, mais si le test est déployé au niveau national, on peut imaginer qu'une personne qui a des doutes sur son aptitude à la conduite pourra faire ce test. D'accord. Bon, vous collaborez de très près avec l'Institut de la Vision, comme je l'ai dit, auquel vous êtes adossé. Vous pourriez nous donner une tendance des recherches dans le domaine de la vision, un espoir? Alors, on sait que la recherche met toujours un peu de temps, mais sans donner de faux espoirs. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager? Alors, c'est vrai qu'on évalue de plus en plus de nouveaux traitements, de nouvelles générations de traitements. Nous, on parle beaucoup dans les médias, que ce soit la thérapie génique, la thérapie cellulaire ou des nouvelles générations d'implants rétiniens. Donc il y a beaucoup d'évaluations en cours, donc c'est des évaluations longues qui vont arriver progressivement sur le marché, mais l'espoir c'est que dans les 5 à 10 ans qui vont venir, ça va changer la vie de ces personnes. Merci beaucoup Emmanuel pour ces propos très encourageants. J'ai également le plaisir d'accueillir Philippe Trottin. Donc Philippe, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes en charge de l'accessibilité chez Microsoft. Microsoft qui, je le rappelle, est une société internationale qui conçoit des ordinateurs et des logiciels dont bon nombre d'entre nous sont équipés. Vous êtes 1700 employés en France et aujourd'hui vous allez nous expliquer comment vous accompagnez vos clients, donc les entreprises à qui vous vendez les produits, mais aussi vos collaborateurs atteints de certains handicaps pour leur rendre la vie beaucoup plus facile. Donc expliquez-nous un petit peu déjà quel type de produits vous proposez et à qui. Alors en fait, l'idée, c'est d'infuser dans tous les produits que l'on vend en fait à nos clients des fonctionnalités d'accessibilité. Donc, comme le disait Madame la Ministre, l'idée, c'est pas de sortir un produit dédié à un handicap, mais bien de définir des fonctionnalités qui vont être utilisées tout type de handicap. Alors produits, donc, je le rappelle, des logiciels ou bien exactement. Des ordinateurs. Oui. Alors on va parler de Windows, on va parler d'Office, donc ça c'est des logiciels assez connus. On a vu avec la crise du Covid-19 et l'arrivée du télétravail un gros besoin de télétravailler, justement, d'avoir accès à des outils collaboratifs pour pouvoir faire de la visio, pour pouvoir continuer à travailler avec ses collègues à distance. Donc on a Teams notamment, sur lequel on a développé énormément de fonctionnalités. Alors Teams, c'est pour faire des visioconférences? Teams, c'est pour faire ces visios, exactement. C'est cet outil de visioconférence en fait que l'on propose. Et puis, dans la mesure où on a d'autres produits, on a par exemple Xbox, qui sont des consoles de jeux, donc on travaille aussi sur l'accessibilité. Le jeu est un vecteur d'intégration. Et donc, grâce en fait aux jeux vidéo, on permet aussi à des gens de s'occuper lorsqu'ils sont bloqués chez eux, lorsqu'ils sont à l'hôpital, de pouvoir leur offrir en fait ce type de fonctionnalité. Et puis, on va finir par parler aussi des applications mobiles, parce que finalement, on a tous un téléphone avec soi et on a besoin de pouvoir fournir différentes fonctionnalités sur ces téléphones.
Par exemple, faire de la dictée vocale sur son téléphone, ça peut aider une personne sourde, notamment, à suivre le texte d'une personne qui est en train de lui parler. Alors justement, précisez-nous quelques déficiences sur lesquelles vous pourriez apporter une solution opérationnelle ou alors faciliter l'accès à une information. Alors, je vais parler de fonctionnalités. Donc, la dictée vocale en est une, quelles que soient finalement les difficultés qu'on rencontre. Une personne dyspraxique, donc qui a des problèmes de coordination de ses mouvements, va pouvoir bénéficier de cette dictée vocale, mais une personne non-voyante va aussi faire de la dictée vocale. Moi-même, je suis en train de rédiger un livre en ce moment, je vais le faire à la voix, parce que finalement, ça va plus vite. Donc, on commence par se dire, on va dédier quelque chose pour essayer de faciliter la vie de quelqu'un, et finalement, ça va déboucher sur des choses que tout le monde va utiliser. Exactement. D'accord. Alors, si on parlait de Teams comme outil de visioconférence, par exemple, on a rajouté du sous-titrage, parce qu'on s'est aperçu que faire une visio quand on est sourd, même si on est équipé d'un appareil auditif, on a une fatigue importante. Donc, le fait de pouvoir avoir à la fois le son et en même temps le texte, ça permet de simplifier le quotidien de ces personnes. Alors, vous travaillez avec les entreprises, mais comment vous arrivez justement à proposer des produits sur mesure? Vous écoutez les clients de ces entreprises ou alors c'est les entreprises elles-mêmes qui vous disent voilà, j'ai tel cas chez moi et proposez-moi un produit? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, les entreprises ont bien vu l'intérêt du numérique parce qu'il y a de plus en plus de métiers finalement qui utilisent le numérique au quotidien. Donc, ils utilisent forcément ces outils numériques à la fois pour recruter leurs nouveaux talents, parce qu'ils vont sélectionner ces talents par leur capacité aussi à pouvoir utiliser ces outils. Et puis, quelque part, on va faire un peu de sensibilisation pour informer les utilisateurs qu'ils ont déjà sur leur ordinateur des choses. Quand on parlait de dictée vocale tout à l'heure, tout un chacun qui a installé un Windows sur son ordinateur personnel ou un ordinateur à la maison, au travail, va pouvoir utiliser cette dictée. Donc en fait, l'intérêt, c'est de faire connaître les fonctionnalités, principalement. Et les missions handicap sont très friandes de ça, parce qu'elles ont un déficit d'information, de connaissances. Quand on va parler aussi avec des ergothérapeutes, dans les écoles d'ergothérapie, malheureusement, il y a très très peu de numérique aujourd'hui. Or, de plus en plus, il y a de besoins dans les entreprises à ce niveau-là. Donc on informe. Après, on va aller faire du sur-mesure, c'est-à-dire de temps en temps, j'ai des référents qui m'appellent en disant, voilà, je pense à un cadre de chez Total Energy qui était en train de perdre la vue. Et donc, la référente m'a contacté en me disant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, on a passé 2 heures ensemble pour essayer de la former, lui donner les outils. Donc, vous avez une vraie proximité justement avec les référents oui, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est finalement de se former avant de perdre totalement la vue ou de perdre l'audition. C'est important, ça c'est très important, la prévention. Oui, parce que plus on anticipe et plus on sera à l'aise avec les outils. Donc c'est important effectivement d'anticiper. Alors vous avez cette casquette, mais vous avez aussi, vous êtes en charge de l'accueil des nouveaux arrivants en situation de handicap. Comment ça se passe l'accueil et l'intégration chez Microsoft quand on a une personne qui a une déficience Oui, alors c'est un long chemin, parce que moi j'ai commencé il y a 6-7 ans à travailler chez Microsoft sur le sujet. Il n'y avait pas de référent handicap dans l'entreprise, donc il y a eu un vrai changement aussi au niveau de la société. On a d'abord commencé par former finalement les recruteurs. Les recruteurs, c'est les premiers interlocuteurs, et donc il faut à la fois être en capacité de poser les bonnes questions, de comprendre les difficultés que la personne va pouvoir avoir en face. Donc ça a été la première population qu'on a ciblée. Et ensuite, on s'est dit, c'est les managers qu'il faut sensibiliser, puisque c'est eux qui vont recruter dans leurs équipes des collaborateurs. Donc on a commencé par faire des formations spécifiquement pour ces deux populations. Et ensuite, on est descendu sur le reste de la population, parce que quand on reçoit une personne, quel que soit son handicap dans une équipe, il peut y avoir des questions toutes bêtes qui se posent. Moi, j'ai fait une opération de sensibilisation avec une équipe. La personne qui arrivait était en fauteuil roulant. On m'a posé des questions. À quelle distance on doit se mettre? Est-ce qu'on peut blaguer d'un handicap? Est-ce qu'on doit se baisser quand la personne est en fauteuil? Enfin, des questions toutes bêtes, en fait. Si ce n'est que les gens ne sont pas à l'aise tant qu'ils n'ont pas eu cette démystification. Et ça, vous formez justement, vous éduquez en interne à porter un autre regard? Exactement, oui. Alors, ça passe par des événements, ça passe par de la sensibilisation, de la mise en situation. Ça peut passer aussi par le développement d'outils numériques. Alors, vous avez une belle anecdote à nous partager. Vous me l'avez partagée lorsqu'on a préparé cette émission. Un cas un petit peu iconique, on va dire, chez Microsoft. Oui, alors c'est justement concernant la jeune femme en fauteuil qui est arrivée chez nous il y a maintenant 5 ans. Quand elle est arrivée en recrutement, j'ai un manager un jour qui vient me voir dans mon bureau et il me dit « Mais Philippe, j'ai un poste à pourvoir de commercial. » En l'occurrence, j'ai rencontré des candidats et la meilleure candidate que j'ai rencontrée, c'était une personne en fauteuil. Par contre, elle va devoir se déplacer 3-4 fois par semaine en clientèle. Qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, je lui ai dit, écoute, pas de problème, on va regarder les adaptations qu'on va pouvoir lui proposer. On a trouvé des taxis G7 pour pouvoir l'emmener en clientèle. On a trouvé un système, elle habitait à Versailles, on a trouvé un système pour la faire venir le matin aussi dans l'entreprise. Et puis, en fait,
Ça s'est tellement bien passé que 3 ans après son arrivée, on mesure tous les ans, on décerne des awards, donc des prix en fait aux collaborateurs. Et en fait, c'était la meilleure commerciale de l'entreprise en France. Donc elle est montée sur la plus haute marche du podium malgré son fauteuil. Donc c'est un bel exemple de réussite. Exemple à retenir. Ouais. Ok, merci beaucoup Philippe. Madame la ministre, que peut-on vous souhaiter à l'aube de cette période électorale ? Écoutez, d'abord, permettez-moi de saluer la politique handicap qui sont mis en place. Tout à l'heure, vous me disiez il faudrait que ça traverse les quinquennats, mais je pense que voilà, l'exemple est là. C'est les entreprises se sont appropriées toute la loi que l'on a faite sur la liberté de choisir son avenir professionnel, un référent handicap, le numérique. Permettez-moi aussi juste de rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, quand je parle d'accessibilité universelle. Dans mon livre sur la force des différents, Gilbert Montagnier dit mais c'est très bien le progrès. Mais par exemple, moi, les machines à laver qui ont maintenant que du numérique, comme il n'y a pas eu en même temps la fréquence vocale, je ne peux plus faire ma lessive tout seul. Et oui. Parce qu'avant, j'avais des boutons. C'est pour ça que je réaffirme vraiment, pensons à toutes les situations de handicap, sinon le progrès peut être excluant, au contraire. Donc moi, je suis une éternelle optimiste. Je pense que c'est avec les personnes elles-mêmes qu'on va plus vite. Donc ce que je me souhaite, c'est qu'on continue d'avancer aussi vite et aussi fort qu'on l'a fait en 5 ans, en laissant la parole aux personnes qui sont expertes de leur situation. C'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on va beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On a partagé un très très bon moment. Merci aussi à nos invités. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Gicquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.